On m'a demandé de faire une présentation de ce concept et de ses répercussions en droit international, puisque comme la définition qui vient d'être donnée le démontre, quand on parle de droit d'ingérence, on évoque du droit international public, c'est-à-dire du droit qui régit les relations entre États. Même si, de manière peut-être un petit peu paradoxale, il n'y a rien de moins juridique a priori que la notion de droit d'ingérence, puisque si on reprend la définition qui est donnée à la base, à l'origine, à cette notion, à cette expression en tout cas qui date des années 80, c'est le droit de finalement violer la souveraineté et donc le droit international pour accomplir des objectifs humanitaires. Et donc on prétend se placer en réalité au-delà du droit existant. Et en tout cas, c'est la première dimension de ce concept, c'est une dimension essentiellement morale, qui consiste à dire que dans certains cas, le droit importe peu au nom d'une crise humanitaire ou de graves violations des droits de l'homme. Il devient finalement futile et complètement déplacé de se placer sur le terrain du droit. Donc de ce point de vue-là, c'est une notion qui est tout sauf juridique. C'est une notion fondamentalement morale, avec une éthique de la conviction, qui consiste finalement à affirmer de manière très très forte, péremptoire, par une espèce d'appel à l'émotion, qu'il faut agir et qu'il est donc inconvenant non seulement d'ailleurs de se placer sur le terrain du droit, mais aussi de se placer éventuellement sur un terrain politique plus général, en essayant de voir par exemple pourquoi on intervient ici et pas ailleurs, quelles seront les répercussions de l'intervention qui peuvent être entraînées par une guerre finalement qu'on déclencherait. Quelles sont aussi les répercussions non seulement sur le terrain mais aussi de manière plus large dans les relations internationales. Tout ça est écarté au nom d'une logique donc morale, éthique de court terme, de l'urgence, c'est tout à fait revendiqué, et donc on voit bien là qu'on est dans une perspective qui est tout sauf juridique. En même temps, il y a eu, au fur et à mesure que cette notion a été développée, ce discours donc sur le court terme de l'urgence s'est aussi accompagné de revendications tendant à réformer le droit pour essayer d'instaurer une sorte d'exception à la nécessité de respecter la souveraineté des États et leur intégrité territoriale, exception qui serait justement donc dictée par cette urgence, par cette nécessité de réagir pour sauver des vies. Et on a parlé d'ailleurs avec terminologie juridique, par exemple de non-assistance à personne ou à peuple en danger, pour essayer de commencer à argumenter sur le plan du droit international en disant il faut donc adapter les règles à ce nouvel impératif qui serait finalement d'autant plus évident avec la fin de la guerre froide, puisque c'est surtout au début des années 90 avec ce qu'on appelait le nouvel ordre mondial qu'on a à nouveau insisté sur cette notion. Alors ce que je voudrais faire en quelques minutes, c'est voir dans quelle mesure, en effet, cette notion a réussi à modifier le droit international. Est-ce que ce discours a eu un certain succès? Et jusqu'où est-ce qu'on peut dire qu'il a un certain succès? Je vais commencer donc par montrer en effet ce qu'on peut interpréter comme des succès de cette notion de droit d'ingérence dans le droit international actuel. Évidemment, l'exemple le plus évident, c'est le cas de la Libye, sur lequel j'imagine qu'on reviendra. Et puis, dans un deuxième temps, voir les limites, finalement, de ces avancées du droit d'ingérence, parce qu'on va voir qu'en réalité, le droit international n'a finalement été que modifié de manière tout à fait marginale. Alors d'abord, par rapport au succès de la notion, c'est vrai que jusque donc, dans les années 80, quand on parlait de guerre civile, qu'on parlait de crise humanitaire, qu'on parlait de violation des droits de l'homme, si on se plaçait sur le plan en tout cas de la guerre, de la possibilité d'intervenir militairement, eh bien on considérait que c'était tout à fait inenvisageable. Car finalement ce qui se passait à l'intérieur d'un pays, des troubles internes, une guerre civile, ça relevait essentiellement des affaires intérieures de l'État et donc de sa souveraineté. Et à part le critiquer peut-être pour avoir violé les droits de l'homme, il n'était en tout cas pas envisageable de prendre des sanctions, certainement pas militaires. Alors ça a en effet changé depuis les années 90.
D'abord, ça a changé finalement par le développement d'une pratique qui est assez fournie. On a parfois entendu que la Libye, c'était révolutionnaire, si on peut dire que c'était un grand changement du droit international, parce que là, on avait autorisé une intervention humanitaire. En réalité, ce n'est pas du tout nouveau, puisque dès le début des années 90, il y a eu toute une pratique qui s'est développée en ce sens-là au sein des Nations Unies, où le Conseil de sécurité a adopté une série de résolutions qui autorisaient des interventions militaires avec des objectifs déclarés, en tout cas, qui étaient des objectifs humanitaires. Alors on connaît sans doute, vous connaissez sans doute un certain nombre de ces exemples, ils sont assez connus. Le premier, ou en tout cas, c'est vraiment en 1992 que ça a commencé, avec d'une part le cas de la Somalie, où il y a eu une autorisation d'intervenir militairement, ce qui a d'ailleurs amené la Belgique, entre autres, à intervenir militairement en Somalie, sous mandat donc, du Conseil de sécurité. La Bosnie-Herzégovine, qui dès l'année 1992 a été gérée par le Conseil de sécurité et qui a amené assez vite les membres du Conseil à autoriser des interventions militaires pour de nouveau assurer l'aide humanitaire, mettre fin à des crises humanitaires, etc. Il y a eu ensuite d'autres cas encore, le cas du Rwanda, où on dit souvent qu'il n'y avait rien moyen de faire. En réalité, il y avait déjà un mandat des casques bleus qui était sur place et qui était d'assurer la sécurité, ce qui pouvait être interprété quand même assez largement. Mais ensuite, il y a eu une autorisation donnée à la France d'intervenir militairement, lorsque le génocide avait déjà commencé. Il y a eu ensuite d'autres exemples assez nombreux, par exemple dans le cas du Zaïre en 1996, où il y a aussi une autorisation. Le cas plus récemment de la Côte d'Ivoire, où il y a eu une autorisation, par exemple à l'heure où on parle, il y a toujours un mandat qui est donné pour prendre toutes les mesures nécessaires, parce que c'est tout le temps la formule qu'on adopte, qui est un mandat au profit à la fois des casques bleus sur le terrain et de la France, qui a un mandat pour intervenir militairement en Côte d'Ivoire. Et alors, prendre donc l'exemple le plus récent, c'est l'exemple donc de la Libye, où le Conseil de sécurité, vous le savez, a autorisé les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les civils. Donc on voit là une pratique qui s'est développée et qui a consisté finalement à interpréter, qui a abouti à une nouvelle interprétation, disons, des textes et en particulier de la Charte des Nations Unies, puisque, comme je l'ai dit, à l'origine, on avait une vision presque géographique des affaires intérieures, en disant les affaires intérieures, c'est ce qui se passe à l'intérieur des frontières, et en matière militaire, en tout cas, personne d'extérieur n'a rien à dire, alors que, avec cette pratique, s'est développée une interprétation selon laquelle le Conseil de sécurité, lui en tout cas, pouvait agir, pourvu qu'il y ait une menace contre la paix internationale. Notion assez floue, puisqu'elle va permettre de qualifier une série de situations de troubles plus ou moins graves, de menaces contre la paix internationale, l'idée étant qu'il ne faut pas attendre que la guerre déborde des frontières, il faut agir au préalable, ce sont en fait des espèces de guerres préventives sous mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies, préventives puisqu'il n'y a pas encore eu une guerre internationale. Or, à la base, la Charte des Nations Unies, normalement, elle est là pour empêcher les conflits internationaux, pas les conflits internes. Car dans la logique de la Charte des Nations Unies, c'est chaque État qui assure l'ordre sur son territoire. Donc normalement, c'est à lui de gérer, on ne s'en mêle pas. Alors ça a en effet changé, puisque là, dans cette pratique des années 90 et 2000 et 2010, le Conseil de sécurité donc, interprète la notion de menace contre la paix de manière à lui permettre de prendre des mesures, mais qui sont donc toujours supposées être des mesures qui sont destinées à garantir la paix internationale et non pas à prendre parti pour telle ou telle faction dans le cadre d'un conflit interne. Et dans tous les exemples que j'ai évoqués, le Conseil de sécurité, si vous lisez les résolutions, donc, il prétend toujours rester neutre sur le plan des conflits internes, y compris donc par exemple dans le cas de la Libye. Voilà pour, disons, les succès de cette notion, qui sont quand même considérables d'un certain point de vue, puisque là, on voit bien que l'Organisation des Nations Unies s'estime habilitée
à exercer ce qu'on pourrait appeler un droit d'ingérence, dans la mesure où, selon en tout cas l'ancienne conception de la souveraineté qu'on en avait, selon laquelle l'État avait le monopole de la violence sur son territoire sans aucune possibilité d'intervention extérieure, eh bien on voit bien que là, il y a une remise en question. Alors en même temps, cette notion de droit d'ingérence n'a pas bouleversé le droit international. Pourquoi? D'abord parce que sur le plan, comme vous l'avez compris avec tous les exemples que j'ai donnés, toutes les autorisations, toutes les interventions qui sont conformes au droit international ne seront celles qui sont menées que sous l'autorité du Conseil de sécurité, donc avec une autorisation du Conseil de sécurité. Ce qui n'est par contre pas admis, c'est les interventions militaires sans autorisation du Conseil de sécurité. Alors un exemple évident, c'est celui de la guerre contre la Yougoslavie en 1999, où là il y a eu une volonté de la part de certains supporters, disons, du droit d'ingérence, d'élargir la notion, enfin, c'était leur volonté depuis toujours, mais en tout cas ils l'ont réaffirmé en disant finalement le vote au sein du Conseil de sécurité c'est une procédure très lourde, il y a des vétos, etc. Bon, comme on l'a vu, il n'y a pas toujours des vétos, mais enfin il peut y en avoir en effet, et par conséquent on doit pouvoir, au nom de nouveau de l'urgence, etc., intervenir même si le Conseil de sécurité n'a pas formellement autorisé une intervention, pourvu qu'on ait quand même essayé d'aller devant le Conseil. C'est un peu, enfin c'est pas un peu, c'est ce qui a été invoqué pour justifier la guerre contre la Yougoslavie en 1999, et même si c'est dans une bien moindre mesure, parce que les principales justifications étaient plutôt d'ordre sécuritaire, armement, etc., dans le cas de l'Irak en 2003. Dans le pourquoi, alors, ben, pourtant là on est intervenu, néanmoins sur le plan du droit, il n'y a pas eu de modification du droit dans le sens préconisé par les supporters du droit d'ingérence, c'est-à-dire que l'interprétation en question n'a pas été partagée par l'ensemble des États et ça ne s'est pas reflété dans des textes. Pour reprendre ces deux exemples de la guerre contre la Yougoslavie et de la guerre contre l'Irak, elles ont été condamnées très largement. Dans le cas de l'Irak, on le sait bien ici, puisqu'en Belgique, comme la Belgique officiellement condamnait la guerre, dans les médias, il y avait, je dirais, une condamnation assez presque unanime, ou en tout cas très très large de la guerre contre l'Irak. Dans le cas de la Yougoslavie, on le sait moins, parce que là par contre la Belgique était en guerre contre la Yougoslavie. Mais si vous prenez un petit peu de distance et que vous voyez la position au-delà de la Belgique et de l'Europe et en réalité des États intervenants, il y a eu beaucoup d'opposition, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Il y a eu une très très large opposition à cette guerre, justement parce que les États, en particulier du Sud, qui ont toujours été ceux qui ont soutenu le principe de non-ingérence et qui craignent finalement que cette notion de droit d'ingérence ne soit qu'un retour aux anciennes conceptions qui étaient alors des conceptions de droit international selon lesquelles il n'y avait pas de Conseil de sécurité, il n'y avait pas de sécurité collective, mais c'était chaque État qui librement pouvait intervenir pour faire respecter les droits de l'homme, ce qui évidemment en pratique permettait seulement aux États qui en avaient les moyens d'intervenir en prétendant qu'il fallait absolument le faire. Eh bien, c'est évidemment cette crainte fondée sur une histoire assez fournie d'interventions dites humanitaires qui n'en étaient pas, que les États du Sud ont très majoritairement, et aujourd'hui encore, condamnent toute idée de droit d'intervention humanitaire ou de droit d'ingérence. C'est une expression qui est inaudible dans la plupart des États de la planète, à mon avis, ce qui fait qu'on ne la retrouve d'ailleurs jamais dans les textes juridiques. Jamais vous n'allez trouver cette exception, cette expression-là. Et le cas de la Yougoslavie a été très intéressant parce qu'à la suite de ce précédent, bon, finalement, tout le monde a admis que c'était quand même contraire au droit international, enfin les juristes en tout cas l'ont admis, mais comme ça embêtait quand même pas mal de monde, on s'est dit on va changer le droit pour l'avenir. Et c'est ainsi que le secrétaire général de l'ONU de l'époque a mis sur la table, au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies, non pas le droit d'ingérence, parce que ça, on savait qu'on ne pouvait pas, mais d'autres formulations telles que la responsabilité de protéger, qui serait une nouvelle appellation, mais qui reprendrait plus ou moins la même idée, c'est-à-dire que si un État n'est pas responsable, on va pouvoir intervenir. Alors cette notion a été débattue, et ça a donné lieu à une levée de bouclier
de la part de l'énorme majorité des États qui ont affirmé très explicitement, et ça c'est nouveau, je dirais, dans les années 2000, vous avez des déclarations d'États très explicites d'une énorme majorité d'États qui disent on ne veut pas de droit d'intervention humanitaire, quelle que soit l'appellation, quelle que soit la dénomination, on n'en veut pas. Et donc le compromis finalement a été d'accepter en effet un texte qui s'appelle la responsabilité de protéger, mais qui ne fait en fait d'une part que codifier le droit tel qu'il existe, c'est-à-dire de dire finalement ce qui existe déjà dans la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire que chaque État est souverain, ce qui signifie qu'il exerce l'autorité sur son territoire, mais en même temps qu'il a certaines obligations vis-à-vis de sa population, en gros les droits de l'homme. C'est rien que de très classique par rapport aux conceptions de la souveraineté basée sur le contrat social et donc sur une responsabilité en effet de la part du souverain. Et puis aussi dit ce texte qui a été adopté par l'Assemblée générale que si l'État en question ne peut pas ou ne veut pas exercer sa responsabilité, le Conseil de sécurité peut agir conformément à la Charte. Donc en effet, le fait que le Conseil de sécurité puisse agir conformément à la Charte des Nations Unies, ce n'est pas vraiment un scoop, c'est évidemment, là encore, du droit international le plus classique. Alors c'est vrai que ça codifie ces pratiques des années 90 et 2000, puisqu'on dit là assez clairement qu'en cas de grave violation des droits de l'homme, il y a des termes plus précis, qui sont le génocide, le nettoyage ethnique, le crime de guerre ou le crime contre l'humanité. Là, le Conseil de sécurité peut intervenir conformément à la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire pour le maintien de la paix. Bon, voilà, ça codifie une pratique. Je dirais en réalité, si on veut même être plus précis, que c'est un recul par rapport au droit existant, parce que si vous regardez la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité peut agir en cas de menace contre la paix. Il n'est pas obligé du tout de constater qu'il y a un crime de guerre, un crime contre l'humanité, un génocide ou un nettoyage ethnique. Il peut le faire pourvu qu'il y ait menace contre la paix, sans qu'il soit obligé de démontrer qu'il y a une quelconque violation. La menace contre la paix, c'est quelque chose de très pragmatique, ce n'est pas du tout juridique, c'est l'idée qu'il y a un risque de conflit armé international, point à la ligne. Ici, avec la responsabilité de protéger, on a introduit finalement un élément qui est plus restrictif. Mais il ne faut pas prendre ça au sérieux. En réalité, cette notion est une notion plutôt morale, qui consiste à pouvoir, qui va permettre d'invoquer cette notion de responsabilité de protéger pour dire qu'il faut faire quelque chose, mais sur le plan juridique, ça ne change pas grand-chose. Alors en conclusion, on voit que cette notion de droit d'ingérence, elle avait donc, comme je l'ai dit, deux objectifs. Un objectif de long terme qui est de modifier le droit international. On ne peut pas dire que le droit international ait véritablement été modifié, il a été interprété de manière plus souple depuis les années 90, mais on n'a pas eu besoin de modifier la Charte des Nations Unies. Les pouvoirs du Conseil de sécurité sont assez larges dans la Charte, et c'est donc simplement ça qui a été mis en œuvre, mais il n'y a pas véritablement de bouleversement. Et par ailleurs, le droit d'ingérence, c'était aussi à court terme l'idée qu'en intervenant, en pouvant intervenir, on allait résoudre, finalement, sauver des vies, etc. Alors là, évidemment, pour porter un jugement, il faut faire du cas par cas, bien entendu, d'une part sur ce qui a été fait, d'autre part sur ce qui n'a pas été fait. Alors j'imagine qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Je voudrais quand même rappeler que tant les choses sont finalement assez simples sur le plan du droit, surtout depuis les années 2000 et le moment où on a voulu mettre ça dans les textes et où ça a été rejeté de manière très explicite. Alors là, maintenant, c'est devenu extrêmement clair en droit, tant sur le plan des faits, c'est plus compliqué, et donc des exemples comme le Rwanda, par exemple, sont là pour le démontrer, parce que là, il y a eu une autorisation, elle n'a pas été utilisée, puis elle a été utilisée. Ça a peut-être sauvé des vies à court terme, mais il ne faut pas oublier que ça a été un des facteurs qui a permis à un certain nombre de génocidaires d'aller au Congo, enfin au Zaïre à l'époque, et ça a été un des facteurs qui a eu des répercussions au Zaïre, avec là aussi toute une série de victimes qui, d'une certaine manière, on pourrait considérer que sont liées à la manière dont on a géré le conflit du Rwanda. Donc c'est très très compliqué, à mon avis, dans chaque cas particulier, d'évaluer le succès d'une intervention humanitaire, parce que
On ne peut justement pas prendre ni du court terme, ni du géographiquement limité. Il faut avoir une vision beaucoup plus générale. Je vais aborder la question sous deux angles. Le premier, n'étant pas juriste, donc n'ayant ni la formation ni la déformation surtout, essayer de voir un peu comment les rapports de force géopolitiques vont déterminer, voire influencer, façonner la production des normes mobilisées par la suite, avec un petit point de rappel sur ce que sont les Nations Unies. Je crois que c'est nécessaire pour les non-juristes. La seconde, en mettant la focale sur Israël, j'expliquerai pourquoi. Alors juste une petite parenthèse, ce n'est pas facile de parler d'Israël dans cette université, et je pense qu'il faut le faire. Je ne vous insulterai pas en vous disant que tous les juifs ne sont pas des Israéliens, que tous les Israéliens ne sont pas des juifs, que tous les pro-israéliens ne sont pas juifs et que tous les juifs ne sont pas pro-israéliens. Nous le savons tous et nous pouvons donc débattre sereinement et de manière rationnelle surtout. La seconde partie de mon exposé tentera de faire une petite mise en perspective de la notion d'ingérence. Bon, alors, les Nations Unies, il y a deux types de résolutions. Il y a l'Assemblée Générale des Nations Unies et il y a son bras exécutif qui est le Conseil de Sécurité. Alors, une petite remarque, le Conseil de Sécurité, c'est 15 membres, dont 5 membres permanents. Il y a 5 membres qui sont permanents et 10 autres membres qui ont un mandat de 2 ans. Alors, ces 5 membres permanents sont la continuation du rapport de force qui prévalait lorsque les Nations Unies ont été créées. Alors, vous ne vous étonnerez pas de retrouver parmi ces 5 membres permanents, et c'est la première question évidemment posée, les principaux exportateurs d'armes de la planète, la Chine, la Russie, les États-Unis, la France et l'Angleterre. Le fait qu'il y ait des membres permanents qui ont en plus un droit de veto veut dire par la pratique que les membres permanents échappent aux résolutions des Nations Unies, puisqu'ils peuvent les bloquer par un simple veto. Ça pose aussi un certain nombre de questions. Par exemple, si on pense à la résolution 1973 qui est mobilisée pour légitimer les frappes aériennes en Libye actuellement, 5 pays se sont abstenus, dont 2 ont un droit de veto, ils ne l'ont pas utilisé, mais dans la motivation de leur vote, on voit bien qu'ils ne sont pas d'accord, et ils représentent la majorité, ces nations représentent la majorité de la population de la planète. Donc voilà une deuxième question. Alors, je vais cette fois-ci me centrer sur Israël, puisque je suis invité par des camarades, voir un peu comment le nouvel ordre mondial, la chute du bloc soviétique, va influencer les outils juridiques, ou un des outils juridiques le plus fort symboliquement, donc voir un peu comment est-ce qu'il va être impacté par la chute du bloc soviétique. Je parle aussi d'Israël parce que entre 1974 et 2009, j'ai recensé 34 résolutions non respectées, ce qui est quand même pas peu, et parce qu'Israël est un abcès de fixation, un lieu de tension dans la relation internationale entre ce qu'il convient d'appeler l'Occident et le reste du monde. Alors, on fait un pas en arrière dans l'histoire, on est en 1975, forte crise économique, le monde est divisé en deux et demi, hein. Il y a les pays non alignés qui essayent de compter pour ce qu'ils peuvent, et est votée la résolution 3379 qui décrète que le sionisme est une forme de racisme et de discrimination raciale. Vous voyez que c'est une conclusion qui est extrêmement forte. Elle s'appuie sur toute une série d'attendus. Je vais vous les lire parce que c'est important pour se mettre dans l'atmosphère du temps. Donc l'Assemblée générale, pour motiver cette qualification du sionisme, rappelle sa déclaration 1994 promulguant la déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Elle rappelle sa résolution 3151 qui dit que l'Assemblée générale avait condamné entre autres l'alliance impie entre le racisme sud-africain et le sionisme. L'Assemblée générale prend acte du principe selon lequel la coopération et la paix internationale requièrent la réalisation de la libération et de l'indépendance nationale, l'élimination du colonialisme et du néocolonialisme, de l'occupation étrangère, du sionisme, de la ségrégation et de la discrimination raciale.
Elle prend en acte, outre de la résolution 77 adoptée par l'Assemblée des chefs d'État et des gouvernements des organisations de l'unité africaine, qui ont estimé que le régime raciste en Palestine occupée et le régime raciste au Zimbabwe et en Afrique du Sud ont une origine impérialiste commune, qu'ils forment un tout et ont la même structure raciste et qu'ils sont organiquement liés dans leur politique destinée à opprimer la dignité et l'intégrité de l'être humain. Enfin, prenant acte également de la déclaration politique adoptée lors de la conférence des ministres des Affaires étrangères des pays non alignés qui s'est tenue en 1975 et qui a très sévèrement condamné le sionisme comme une menace pour la paix et la sécurité du monde et appelé tous les pays à s'opposer à cette idéologie raciste et impérialiste. En fonction de tout ça, l'Assemblée générale des Nations unies décrète que le sionisme est donc une forme de racisme et de discrimination raciale. Donc vous voyez que les termes sont nets, forts, tranchés. Alors, il est intéressant d'analyser le vote de cette résolution 3379. Vont voter pour, sans surprise, l'ensemble du monde arabe et le bloc soviétique. 72 nations voteront pour, 35 voteront non, d'un certain nombre de pays autour des États-Unis, et 32 s'abstiendront, avec des pays aussi épars que le Japon, l'Éthiopie ou encore l'Argentine, et la Grèce notamment. On arrive en 1991. En 1991, c'est l'effondrement du bloc de la Russie soviétique. Pour la première fois dans l'histoire des Nations Unies, une résolution des Nations Unies va être révoquée, c'est la seule à ma connaissance. Alors, vous avez vu toute la tartine qui motivait la 3379. Cette résolution très très courte dit simplement « L'Assemblée générale décide de déclarer nulle la conclusion contenue dans le dispositif de sa résolution 3379 du 10 novembre 1975. » Donc on est en 1991, c'est une résolution d'une ligne quasiment. Elle déclare nulle non pas l'entièreté de la résolution, non pas les attendus, mais juste la décision qu'elle contient. Alors on pourrait penser que ce n'est pas une question de rapport international, mais que le regard de la communauté internationale a changé sur Israël. Le problème, c'est que la séance précédente, à savoir la 73 séance plénière de la même année des Nations Unies, consacre sa séance toujours à Israël, demande à tous les États de s'abstenir d'apporter à Israël une assistance quelconque visant spécifiquement les colonies dans les territoires occupés, déplore vivement la collaboration persistante et toujours plus étroite entre Israël et l'Afrique du Sud, spécialement dans le domaine économique, militaire et nucléaire, qui constitue un acte d'hostilité contre les États africains et arabes et qui permet à Israël de renforcer sa capacité nucléaire. Et il y a ainsi toute une série de prises de position des Nations Unies. Donc vous voyez, ce n'est pas la tonalité qui change, c'est le rapport de force politique qui évolue, c'est l'instauration de ce nouvel ordre mondial. Et là, il est intéressant d'analyser le vote de cette résolution qui va rendre caduque la 3379. Alors, vont voter pour 111 nations. Aucun pays arabe ne votera cette résolution, et le seul pays à majorité musulmane qui le votera sera l'Albanie. Si on regarde les pays qui ont voté contre, vous trouverez l'ensemble du monde arabo-musulman, avec les Émirats unis, l'Arabie saoudite, vont s'abstenir toute une série de pays éparses anciennement dits pays du tiers-monde, et surtout, pour la première fois, il y a quand même 15 absents. Donc il y a plus d'absents que de personnes, d'États qui s'abstiennent, et pour contre, vous trouvez dans les absents le Maroc, le Koweït, la Tunisie, l'Égypte, et toute une série de pays de ce type. Donc, vous voyez un peu comment, finalement, le droit perd et ne peut que perdre, évidemment, de sa légitimité lorsqu'il est autant conditionné par les rapports de force qui vont de la production des normes à leur mobilisation. Et j'en arrive à la deuxième partie de mon exposé, où M. Curtin a bien développé ce qu'était le droit d'ingérence, mais bien évidemment, le droit d'ingérence, où s'arrête le droit d'ingérence, où commence l'influence politique, où commence le jeu de la diplomatie, où commence finalement la politique
tout court. En 1900, au début des années 1992-93, il y a un processus électoral en Algérie qui, par exemple, voit la victoire électorale d'une formation politique qui ne plaît pas aux Français. Et les Français vont organiser et soutenir la rupture de ce processus électoral et être en partie responsable, en partie du chaos dans lequel, et de la situation de blocage, on se trouve l'Algérie. Alors on aurait pu parler d'Allende, on aurait pu parler de Mossadegh. Donc vous voyez, il y a mille et une manières de faire de l'ingérence. On peut faire de l'ingérence par des bombes, par de la diplomatie, on peut faire de l'ingérence par la Banque mondiale, par le Fonds monétaire international. Et finalement, la question de cette ingérence ou de cette influence pose la question de la gouvernance mondiale à une époque où nous vivons dans un monde qui est système, qui est où les crises économiques ne s'arrêtent pas, on vient de le voir aux frontières, ni les atomes, comme on le constate également actuellement, ni les migrants. Il faut savoir que si par exemple on regarde les 5 principaux pays d'origine des migrants, des réfugiés politiques, des demandeurs d'asile pour être plus précis, dans l'Union européenne, on s'en rend compte que ce sont des gens qui viennent de la Serbie, de l'Irak, de l'Afghanistan et de la Somalie. Qu'ont en commun ces 4 pays? Je vous le demande. Tout le monde sait, je suppose. Et puis, il y a donc, si vous voulez, nous vivons dans un monde où la question de la gouvernance mondiale et de sa démocratisation se pose, parce qu'il y a 2 manières de prendre le problème. On peut se dire, les nations se referment sur elles-mêmes, et c'est à contre-courant de l'histoire et de ce que nous vivons, ou alors les nations organisent des prises de décision démocratiques. Alors, au niveau politique, c'est une démocratisation des Nations Unies. On peut rêver, pourquoi pas un jour, sur base du principe, et à voir comment ça se décline, d'un homme, une voix. C'est un principe de régulation économique, et parce qu'il conduit le monde dans l'impasse aujourd'hui, et également des processus de régulation des conditions d'exploitation de la nature. Merci. Moi, je voudrais plaider, si vous voulez, contre le droit d'ingérence d'un point de vue politique. Je ne veux pas aborder la question d'un point de vue juridique. Mais, bon, quand on se trouve devant la crise libyenne, j'ai remarqué l'unanimité de tous les partis politiques belges, des médias, des intellectuels. C'était un tsunami idéologique et il y avait l'urgence d'intervenir, il y avait une colère du fait qu'on n'intervenait pas assez vite. Ça, c'était l'opinion, et l'opinion particulièrement dans la gauche, que je vais appeler droite l'homiste, celle qui est représentée, par exemple, si vous avez vu le débat, par les écolos, par Georges-Henri Bautier, etc., et qui, j'utilise le terme de façon un peu polémique, parce que c'est eux-mêmes qui disent qu'ils veulent une politique des droits de l'homme, et pas une politique réaliste, pas une politique respectant le droit international classique. Si vous voulez une alternative à cette politique, vous devez au moins permettre aux gens de ne pas être coincés par la soi-disant urgence des crises. Parce que quand on aura un gouvernement en Belgique, ce qui arrivera un jour ou l'autre, la première chose qu'ils vont faire, c'est prendre des mesures d'austérité. Vous allez en être, vous les étudiants, vous allez en être des victimes, vous pouvez être sûr de ça. On va augmenter les minervales, on va faire ça, on va dire il y a des déficits. Et si vous protestez, on va dire mais qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a des déficits. Alors, si vous répondez, la seule façon de répondre à cela, c'est de répondre évidemment globalement, de dire on n'est pas d'accord avec les politiques néolibérales qui ont été suivies, qui ont mené à ces déficits. Et donc, vous devez proposer une alternative globale. Mais on ne peut pas refuser aux gens qui ne sont pas d'accord avec des mesures particulières le droit de proposer une alternative globale. Or, c'est ça ce que je veux proposer contre le droit d'ingérence. Pas simplement dire il ne faut rien faire en Libye, parce que ça, c'est la tarte à la crème qu'on nous sort tout le temps. C'est de dire je ne veux rien faire en Libye, ça c'est vrai, mais je veux une autre politique qui, à mon avis, éviterait ce genre de problème, ou au moins les minimiserait. Alors, la première chose à remarquer, c'est que tous les gens qui ont, en tout cas à gauche, qui ont justifié cette guerre, se sont souvent basés sur l'idée que c'était une no-fly zone, une zone de prohibition aérienne, et rien d'autre, et que l'autorisation de 1973 autorisait ça et rien d'autre. Mais ça, c'est évident, et ça, c'est le gros problème de la responsabilité de protéger, c'est que, et de tout ce qui va dans le sens du droit d'ingérence, c'est que ça ne s'arrête jamais là. C'est impossible, ça il faut être réaliste, et ça c'est ce qui manque terriblement à beaucoup de gens, le réalisme politique,
c'est qu'à partir du moment où un gouvernement comme celui de Sarkozy reconnaît les rebelles en Libye, il faudra mettre les rebelles au pouvoir, sinon ils perdent toute crédibilité. Et donc il y a ce qu'on appelle la crédibilité de l'OTAN, quand il y avait le bombardement de la Serbie, il fallait la crédibilité de l'OTAN qui a amené à l'indépendance du Kosovo, qui n'a jamais été acceptée au niveau international, qui n'était pas dans la résolution qui a mis fin à la guerre. Mais la dynamique des vainqueurs va dans ce sens-là, et la dynamique des appareils militaires va dans ce sens-là, qu'il faut une victoire totale pour les gens qu'on a désignés comme étant les bons. Et donc, cette histoire de no-fly zone, c'est évident que c'est violé. Un exemple que je viens d'apprendre aujourd'hui, mais qui m'a assez choqué, c'est que dans le Sunday Mirror, donc le journal anglais, du 20 mars, on dit que depuis 3 semaines, c'est-à-dire depuis début mars, avant fin février, opéraient en Libye des centaines de soldats britanniques encadrés dans un des corps militaires les plus sophistiqués, les SAS. Et parmi eux se trouvaient 2 unités spéciales, appelées SMASH à cause de leur capacité destructive. Et il y avait dans ces soldats britanniques des petits groupes de la CIA dans le cadre d'une vaste force occidentale agissant dans l'ombre. Et ça, c'est écrit le 20 mars, parlant de 3 semaines avant. Donc, si vous voulez, ça, ce n'est pas légitimé par la résolution de 1973. La résolution de 1973 vient pour légitimer une intervention qui est voulue pour, je ne sais, bon, ça, je ne vais pas m'étendre sur les motifs, mais enfin, qui est voulue. Alors, l'autre remarque à faire, qui est assez polémique, mais c'est que c'est une guerre qui, pour l'instant, maintenant c'est en train de changer, mais pour l'instant, est une guerre américaine. Si vous allez sur le Daily Show de Jon Stewart, qui est un des comiques américains, mais qui est mieux que tout ce que j'ai entendu en Europe dans la gauche, même dans la gauche qui prétend s'opposer à la guerre, il fait remarquer que la première nuit où ils ont envoyé des Tomahawks, des Tomahawks pour détruire les défenses antiaériennes libyennes, il y avait 120 des missiles qui ont été tirés, il y avait 2 qui étaient britanniques, 0 qui étaient français, et tous les autres étaient américains. Et donc, l'immense majorité des bombardements, si vous voulez, sont américains. C'est pas par anti-américanisme, je ne considère pas ça comme un argument contre la guerre, pas du tout, mais c'est une réalité que les gens qui sont pour la guerre ici en Europe devraient prendre en considération. Et je pense que les Anglais et les Américains, les Anglais et les Français, maintenant, sont assez mal pris parce que les Américains ne veulent pas s'engrouper dans un nouvel Irak ou un nouvel Afghanistan. Ça, c'est évident chez Gates, c'est évident chez Mullen, qui est l'amiral. Ils ont tous dit non, on ne veut pas rentrer là-dedans. Et s'ils laissent les Français et les Anglais se débrouiller, ils vont avoir du mal, à mon avis. Mais bon. Mais le problème, c'est la logique, si vous voulez, et ça, je vais m'étendre là-dessus, je vais revenir là-dessus, c'est la logique du militarisme américain. Il faut se rendre compte que seuls les États-Unis, comme l'a dit Obama, ont les unique capabilities de faire cette guerre, et ils l'ont à cause de cet immense arsenal militaire qu'ils ont déployé dans le monde entier. La logique de l'ingérence humanitaire est impossible sans les centaines de bases que les États-Unis ont dans le monde entier, parce que je ne savez pas si la crise va se produire en Libye, ou en Malaisie, ou demain en Indonésie, ou je ne sais pas quoi. Et donc, il y a ce réseau de base, il y a ce réseau de surveillance. Probablement que les États-Unis sont en train d'écouter ce que je dis. Je veux dire, il y a des satellites qui survolent le monde en permanence et qui évidemment donnent la possibilité d'envoyer des troupes partout, d'espionner, d'intervenir. Le Brésil ne peut pas faire ça, l'Inde ne peut pas faire ça, la Chine, même la Russie, qui est encore héritée de l'Union soviétique, un espèce de réseau de ce type, n'a pas la possibilité d'intervenir partout dans le monde. Et la France, sûrement pas, et la Belgique non plus. Quand la Belgique décide d'intervenir, ce que personne ne discute au Parlement, mais qui est la réalité, c'est que nous sommes seulement là, avec nos alliés européens, pour fournir aux États-Unis un argument pour justifier l'intervention vis-à-vis de leur opinion publique qui est très réticente. Ça, c'est le seul truc qu'on fait. Et c'est la même chose qu'on fait en Afghanistan. En Afghanistan, si les Américains partent, on part dans la minute qui suit, parce qu'ils ont se couper en petits morceaux. Donc, on part, on n'est pas là pour faire on est incapable de faire la guerre, c'est évident, heureusement. Mais je pense que les écolos, les socialistes, parce que j'ai les étudiants socialistes et les droits de l'homiste, qui veulent l'ingérence, devraient au moins être cohérents et devraient dire à la population européenne qu'il faut privatiser les universités, supprimer les pensions et les privatiser les dépenses de santé, et avec des centaines de milliards d'euros économisés comme ça au niveau européen, tout balancer dans l'armement et créer l'armement que les Américains ont, parce que ça c'est la situation sociale des Américains, et il y a évidemment des Américains qui ne sont pas contents de devoir loger dans leur maison, dans leur voiture parce qu'ils ont tout perdu, et qu'après on dépense des centaines de milliards à l'armement et au droit d'ingérence, qui est la base de ça. Donc il faut être réaliste.
Alors non seulement il y a la question des dépenses, mais il y a aussi le problème, si vous voulez, des effets indirects de la politique d'ingérence. La politique d'ingérence, d'abord, elle fait qu'il y a des contre-mesures. Il n'y a probablement pas un régime qui est plus impopulaire, je suppose, j'ai jamais été là, que la Corée du Nord, et c'est un régime qui, contrairement à celui de Kadhafi, n'a pas de soutien international. Mais vous n'allez pas vous attaquer à la Corée du Nord, même pour les droits de l'homme, parce qu'ils ont des armes atomiques. Donc, c'est aussi simple que ça. Et donc, si Kadhafi avait des armes atomiques, on n'aurait pas attaqué. Les attaques contre Kadhafi encourageront les autres, par exemple les Iraniens ou d'autres dans l'avenir, de se procurer des armes atomiques pour se protéger. Et déjà, les Russes ont dit qu'ils ne sont pas spécialement désarmés, ont déjà dit qu'il fallait renforcer leur armement. Donc, vous avez ça. Vous avez, si vous voulez, tout ce que j'appelle l'effet barricade, c'est-à-dire que toutes les ingérences mènent à des contre-mesures. Chaque fois, il y a une guerre en Irak, il y a des contre-mesures en Iran, etc. Les régimes, en réalité, dans lesquels on s'ingère, en fait, en général, se renforcent et deviennent plus répressifs à l'intérieur pour se protéger des menaces externes et de la subversion intérieure vue comme étant due aux menaces externes. Toute l'histoire de l'Union soviétique, par exemple, illustre ça, mais aussi, évidemment, le traité de Versailles dans l'histoire du nazisme. On pourrait faire une longue discussion là-dessus, mais moi, je pense que chaque fois que l'on prend des mesures agressives ou répressives ou punitives vis-à-vis d'autres pays, eh bien, il y a des contre-mesures. Par exemple, prenez l'histoire de l'Iran. L'Iran, c'est le régime qu'on adore détester, mais en 1953, il y avait un régime démocratique en Iran, qui était celui de Mossadegh, que la CIA a renversé. Il a imposé le pouvoir du Shah, et c'est la chute du pouvoir du Shah qui a mené au pouvoir des mollahs qu'on adore détester aujourd'hui. Mais les gens oublient que si on n'a pas renversé Mossadegh, l'histoire de l'Iran était différente. Je ne sais pas ce qu'elle serait devenue, mais elle aurait été différente. Et ça, c'est comme ça avec beaucoup d'autres exemples. Alors finalement, il y a aussi le problème qu'à partir du moment où on fait de l'ingérence, on viole la règle sur laquelle était basé le droit international classique, qui était l'égale souveraineté des États et la non-intervention militaire, la non-transgression par des armées des frontières. Ça, c'était le principe de base, vous n'envoyez pas vos armées à l'étranger. Le problème, à partir du moment où vous laissez tomber ce principe est très simple parce que vous l'appliquez, vous restez chez vous, très simple. Mais dès que vous transgressez ce problème, vous heurtez au problème de la sélectivité. Vous intervenez en Libye, on dit ah oui, pourquoi vous n'intervenez pas en Syrie, et pourquoi pas au Bahreïn, et pas au Yémen, et pas demain en Iran, etc. Et vous avez le problème de la sélectivité, peut-être les gens vont vous dire et pourquoi pas en Côte d'Ivoire. On intervient déjà en Côte d'Ivoire. Oui, mais il y a des massacres faits par les gens de Ouattara en Côte d'Ivoire, apparemment. Et pourquoi on ne va pas bombarder les gens de Ouattara? Alors, face à cela, il y a deux types de réponses des défenseurs de l'ingérence. Il y en a une, c'est oui, il faudrait aller partout, et ça, souvent c'est des gens de l'extrême gauche, oui, il faudrait intervenir au Yémen, à Bahreïn, etc., etc. Ok, bon, avec quelle armée, avec quelle troupe? Je veux dire, il faut une levée en masse, qu'on recrute des étudiants, on leur donne des uniformes, qu'ils aillent se battre, je ne sais pas comment on va faire. Moi j'ai eu des discussions avec des écolos qui veulent envoyer des troupes en Afrique, qui veulent sauver les Palestiniens, bon, avec quelle troupe? Ils sont contre le service militaire, ils sont contre les dépenses militaires, il faut être cohérent. Donc, il y a le problème de la sélectivité. Alors, il y a l'autre réponse des défenseurs de l'ingérence qui disent, oui, mais il vaut mieux faire quelque chose de bien que de ne rien faire du tout. Donc, c'est vrai qu'on va s'occuper de la Libye, on va s'occuper du Kosovo, on va laisser tomber d'autres théâtres d'opération, mais au moins, on fait du bien. L'analogue étant que la police, par exemple, ne peut pas arrêter tous les criminels, ne peut pas mettre des contraventions à tout le monde, etc. Mais il vaut mieux qu'elle fasse quelque chose plutôt que de rien faire. Ça, c'est l'analogue. La différence, évidemment, est la suivante. C'est le problème de la sélectivité qui est le retour, si vous voulez, de l'arbitraire du prince ou l'arbitraire du puissant. Si on découvrait que toutes les contraventions sont données à des gens qui ont certaines orientations politiques ou religieuses, etc., ce serait considéré comme inacceptable. Dans l'ordre international, il est évident que les gens qui sont attaqués, que ce soit l'Irak de Saddam, que ce soit la Libye de Kadhafi, etc., sont toujours des gens qu'on considère comme étant des mauvais, même si Kadhafi s'était rangé, son passé le rendait diabolisable, etc. Et donc on ne va jamais s'attaquer à l'Arabie. Enfin, pour le moment, on ne va pas s'attaquer à l'Arabie Saoudite, etc. On va s'attaquer aux gens qui sont considérés comme des mauvais. Donc on a le problème de la sélectivité, et donc évidemment la réaction à cette sélectivité qui est de dire, mais enfin, voilà, l'Occident est impérialiste, il est colonialiste, il vient pour le pétrole, il vient pour la... Ce que je ne crois pas, entre parenthèses, je ne crois pas que c'est une guerre pour le pétrole, mais je vois que beaucoup de gens le pensent, et c'est inéluctable que les gens vont nous voir comme ayant des intentions mauvaises, vu que cette sélectivité est inévitable. Et donc, je pense que la France, la Belgique, etc., sont de plus en plus détestés dans cette partie du monde, et que, évidemment, les rebelles libyens nous aiment bien, mais le reste de la région ne semble pas nous aimer.
Je vois des réactions au quotidien d'Orange, je vois des réactions en Tunisie, évidemment en Afrique noire, c'est encore beaucoup plus fort. Hier, il y avait une manifestation à Paris d'opposants à l'intervention en Côte d'Ivoire. Plus on intervient, plus on a des gens qui sont contre nous. Alors, il faut aussi se rendre compte que, de mon point de vue, le problème du droit international classique, c'est pas qu'il a échoué parce qu'il n'a pas protégé les populations civiles victimes des génocidaires, patati patata, mais qui n'a pas été appliqué, parce que c'est très bien de dire le droit international classique empêchait de franchir les frontières, etc. Mais s'il avait été appliqué, il n'y aurait pas de guerre du Vietnam, il n'y aurait pas eu d'ingérence d'Afrique du Sud dans les pays d'Afrique australe, il n'y aurait pas toutes les guerres israélo-arabes, il n'y aurait pas eu l'ingérence, parce qu'on parle du Rwanda, mais parlons de l'Est du Congo, et parlons de l'ingérence du Rwanda et de l'Ouganda dans l'Est du Congo, qui est une ingérence internationale, contraire au droit international, et qui a fait des millions de morts. Pensons à l'embargo contre l'Irak, pensons à l'intervention de l'Indonésie au Timor, je ne parle pas de l'intervention de la récente indépendance du Timor, je parle de l'intervention de 75, qui a fait aussi des centaines de milliers de morts. Et donc vous avez réellement, littéralement, des morts par millions liés à la violation du droit international. Alors, par chance, un peu par hasard, j'ai été invité par des Nicaraguayens à parler à l'Assemblée générale de l'ONU justement sur toute responsabilité de protéger, et je leur ai dit, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils m'écoutent, je leur ai dit, vous avez échoué dans votre mission principale qui était de préserver la paix, de faire respecter le droit international classique, et maintenant vous mettez une nouvelle tâche sur le dos, qui est de justifier les bonnes ingérences et de distinguer les bonnes et les mauvaises ingérences. Bonne chance. Et je veux dire, pourquoi ils n'essayent pas de faire respecter le droit international classique par les pays puissants, ce qu'ils ont échoué à faire de façon lamentable. Enfin, je ne dis pas que l'ONU n'a servi à rien, je pense qu'elle a servi à beaucoup de choses, mais n'empêche, leur tâche principale, qui était de faire respecter le droit classique, ils n'y sont pas arrivés. Alors, quelle est l'alternative? L'alternative pour laquelle je plaide, c'est non seulement la non-intervention, mais c'est la non-ingérence. C'est-à-dire, la non-ingérence, si vous voulez, mon idéal de politique extérieure, c'est celle de la Suisse. Je vais maintenir la Suisse. Je ne parle pas des banques, je ne parle pas des minarets, je ne parle pas des immigrés, je parle de la politique étrangère en termes du fait que la Suisse n'envoie pas de troupes à l'étranger et ne fait pas partie d'alliances militaires. Et je pourrais prendre d'autres pays, ça c'est vrai, et je viendrai au pays du Sud dans un moment, mais je prends la Suisse parce que c'est un pays riche, c'est un pays démocratique, c'est un pays européen, c'est un pays qui est comme les nôtres, si vous voulez, qui existe ici et qui réalise ce qui est considéré comme utopique quand je propose ça. C'est pas utopique dans le sens où peut-être que l'anarchisme ou le communisme sont utopiques, puisque ça existe, la Suisse existe. Et la Suisse n'envoie pas de troupes à l'étranger, le traité suisse est très strict. Et elle est garantie par une volonté populaire. Je pense que si ça dépendait des élites suisses, ça sauterait. Mais comme il y a des référendums en Suisse et il y a une pression populaire plus forte que chez nous, c'est difficile pour les élites de s'embarquer dans l'OTAN, etc. Alors que par exemple, dans un pays comme la Suède ou la Finlande, où là, de nouveau, les élites veulent aller dans l'OTAN, bien que la population ne veut pas, mais la dérive a tendance à se faire. Pour l'instant, ça n'existe pas en Suisse. Qu'est-ce qui se passerait si tout le monde faisait cela? Mais le problème, si vous voulez, c'est que d'abord, vous n'auriez pas de course aux armements. Parce que si tout le monde défend ses frontières, par exemple en Europe, on ne sait pas à quoi serviraient les armements. On n'aurait pas évidemment l'effet barricade lié aux ingérences dans les pays du tiers-monde, et on n'aurait pas, par exemple, ce besoin de... Quand je dis non-ingérence, pour moi, je ne dis pas que les Suisses font ça, mais c'est non-ingérence tous azimuts, quoi. C'est-à-dire qu'on n'achète pas d'élections, on ne soutient pas un candidat ou un autre, etc. On n'envoie pas d'espions, parce qu'on peut envoyer des espions pour se protéger, mais on le fait chez les voisins, on ne va pas envoyer les États-Unis, on n'a pas besoin d'avoir des espions en Tunisie, etc., pour protéger leurs frontières, ça c'est des conneries. Mais ils disent toujours que c'est la sécurité, mais ça c'est quand même des conneries. Et donc, si vous voulez, cette ingérence tous azimuts qui font partout, sur tous les territoires d'opération, dès qu'il y a des troubles ou des révolutions en Égypte, immédiatement les Américains sont sur place, en Tunisie aussi. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Pourquoi ils ne restent pas chez eux? Je veux dire, qui laissent les gens se débrouiller. Bien sûr, il y a des tueries, mais les tueries dans le monde qui existent aujourd'hui, je ne suis pas convaincu du tout qu'il y en aurait plus. S'ils laissaient les gens se débrouiller, sans ingérence. Alors il y aurait peut-être aussi, s'il n'y avait pas d'ingérence, il y aurait peut-être une véritable communauté internationale qui n'existe pas, parce qu'aujourd'hui la communauté internationale est très isolée, oui. Okay. La communauté internationale est très isolée. Ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est quelques États puissants. Mais comme l'a fait remarquer Olivier, c'est rejeté dans l'ensemble du monde, notre droit d'ingérence. Et donc, moi, je pense que nous devons plaider pour une politique de paix, et je ne suis pas du tout convaincu que ce soit utopique, non seulement parce que ça existe en Suisse, mais aussi parce que les États-Unis sont en perte de vitesse, et l'Angleterre
après la guerre, a dit plus rien à l'est de Suez, et en fait, il n'y avait plus rien à l'ouest de Suez non plus. Ils ont dû abandonner le colonialisme, l'Europe a dû abandonner le colonialisme, et les États-Unis devront abandonner leur empire sous la force de leur crise économique, militaire, etc. Je vais peut-être terminer par une citation d'un diplomate chinois qui a écrit une lettre, enfin, je ne vais pas donner son nom, mais il dit qu'on lui a demandé pourquoi les Chinois sont abstenus. Alors il dit quand le diplomate chinois était d'accord avec l'Occident pour sanctionner la Libye, j'ai dit qu'il était stupide. La dernière fois, il s'est abstenu de voter, ainsi que la Russie et deux autres pays. Mais ils n'ont pas utilisé leur pouvoir de veto. Je ne sais pas comment les diplomates occidentaux nous ont roulés. Ils ont peut-être promis de ne pas utiliser la force ou de ne pas envahir la Libye. Je ne sais pas exactement comment ce que la résolution de l'ONU dit. Il y a beaucoup de trucs dans les résolutions, des négociations de l'ONU. Il y a même des négociations sur le commerce du style « si vous laissez la résolution passer, on vous donnera ci, on vous donnera ça, etc. » L'ONU est une machine entre les mains de l'Occident, et évidemment, s'ils ne peuvent pas passer par l'ONU, ils passeront à côté. Il y a beaucoup de façons pour les pays puissants de rouler et de faire pression sur le monde. Ils ne croient pas réellement dans les droits de l'homme, mais dans leurs propres intérêts. Ce monde n'est pas encore un monde d'égaux. C'est pourquoi les pays en développement doivent se battre fortement pour l'égalité. Je pense que non seulement ils le font, enfin, ça c'est moi qui rajoute, je pense que non seulement ils le font, mais ils y arriveront. Et donc, même si on est très isolé en étant contre l'ingérence ici, je pense qu'à l'échelle du monde, c'est la lutte contre la non-ingérence qui finira par vous parlez d'ingérence, droit d'ingérence, etc. Moi, ce qui me choque depuis quelques années, et on n'en parle pas beaucoup, c'est en regardant les TV arabes, et quand il y a une crise, je vous donne l'exemple au Liban. Quand il y a une crise au Liban, si vous regardez les chaînes de TV libanaises, vous allez voir l'ambassadeur de Russie qui parle en arabe parfait, qui s'adresse à la TV et qui donne des conseils aux partis politiques, etc. Vous allez voir l'émissaire spécial de tel ou tel président de la République ou dirigeant occidental, etc., qui se réunit avec des présidents des partis politiques libanais et qui leur donne des conseils, qui leur demande ci et ça. Vous allez voir... c'est une observation, hein, c'est pas une... parce qu'on n'en parle pas malheureusement ici, mais c'est ça ce qui aboutit aux crises que nous avons dans nos pays arabes aussi. Donc, vous allez voir un émissaire de ministre des Affaires étrangères américain qui va aller dans telle ville au Liban rencontrer les parlementaires locaux pour essayer de diriger leur manière de vote. Est-ce que vous imaginez, quand nous avons la crise politique ici, que l'ambassadeur, je ne sais pas, je dis à n'importe quel pays, qui se réunit avec M. Elio Di Rupo pour lui dire que, allez, vous devez finir avec votre crise aussi en Belgique et vous devez faire ci et ça. Et je crois que c'est ce genre d'ingérence politique qui se répète partout dans le monde arabe et qui est visible. Mais bon, nous, on ne réfléchit pas et ici, on ne se rend pas compte. Mais c'est une ingérence visible dans tout dans nos pays arabes. À cela s'ajoute tout ce qui est économique. Nos pays, on s'est rendu compte, enfin certains se sont rendus compte maintenant que ce sont des pays très riches. Nos pays, nos sociétés qui fonctionnent convenablement, elles sont rachetées par des multinationales et on a tout dévalisé. Alors, est-ce qu'on ne peut pas parler en droit international de crimes économiques? Donc, il y a des crimes de guerre, etc., mais des crimes économiques qui ont abouti à l'appauvrissement total de nos pays arabes et ce qui a abouti aux révoltes. Ma question posée sur la situation en Côte d'Ivoire. Donc, ce matin, j'ai entendu que le président Ouattara demandait à la France d'intervenir par rapport à ce qui se passe à Abidjan. Et je voulais savoir, dans ce cas bien précis, que dit le droit international par rapport à ça? Donc, dans le cas d'un président qui a été élu, qui est reconnu par la communauté internationale, est-ce que ce président peut faire appel à la communauté internationale pour intervenir? Est-ce qu'il peut donc demander à un pays d'intervenir? Je vous disais que comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans le droit international, qu'il y ait cinq pays qui disposent du droit de veto
et qui forment justement cette dictature internationale. C'est-à-dire qu'il suffit qu'un seul dépose son veto et que voilà, il n'y a pas de sanctions par rapport à l'État d'Israël. Monsieur Chicha a rappelé donc tout ce qui se fait à l'intérieur de cette assemblée pour justement ne pas condamner l'État d'Israël. Mais maintenant, j'ai envie de savoir un peu la solution. C'est-à-dire que voilà, on voit qu'il y a une dictature, on voit qu'il y a une impasse justement pour aller vers une justice. Mais qu'est-ce qui se fait? Est-ce qu'il y a une remise en question? Est-ce qu'il y a des gens, des politologues ou des docteurs ou des spécialistes en droit international qui disent qu'il faut réformer ceci, que ça ne peut pas marcher? Donc est-ce qu'il y a cette volonté à l'intérieur de l'ONU? Par rapport à la Côte d'Ivoire, là il y a un président qui demande à un autre pays de l'aider à gagner un conflit interne, en gros c'est ça. Alors il faut distinguer deux choses. D'abord le droit international général et puis le cas particulier des résolutions du Conseil de sécurité qui ont été adoptées dans le cas de la Côte d'Ivoire. En droit international général, en principe, dans le cadre d'un conflit interne, les autorités, les rebelles d'abord ne peuvent pas obtenir un appui d'autres États. C'est assez curieux d'entendre ces derniers temps que, par exemple, le Royaume-Uni dit on ne va pas armer les rebelles parce que la résolution 1970 l'interdit. De toute façon, qui est ou non la résolution 1970, on ne peut pas aider des rebelles. Enfin, ça semble assez facile à comprendre. Le droit international étant fait par les États, ils n'admettent évidemment pas que d'autres États aident des rebelles à les renverser. Donc c'est assez évident. Dans le cas d'un gouvernement, par contre, qui tente d'obtenir un appui extérieur pour combattre et vaincre les rebelles, là, le droit international est aussi plutôt de type non-interventionniste, le droit international traditionnel de nouveau, mais qui n'a pas été modifié sur ce point. C'est-à-dire que les gouvernements ne peuvent normalement pas obtenir d'appui pour gagner une guerre civile, sauf si les rebelles sont déjà aidés de l'étranger et qu'il s'agit en quelque sorte alors d'une contre-intervention. C'est-à-dire qu'on estime à ce moment-là que le principe de non-intervention ayant été violé en premier au profit des rebelles, le gouvernement peut à son tour obtenir un appui extérieur. Et c'est pour ça que dans la plupart des cas, lorsqu'un gouvernement appelle à l'aide pour essayer de gagner une guerre civile, il va toujours dire que les rebelles sont armés de l'étranger, ce qui d'ailleurs est souvent le cas. Mais même si ce n'est pas le cas, on va quand même le dire. C'est-à-dire qu'un gouvernement n'admettra pas que le peuple veuille, ou qu'il y ait des rebelles qui veuillent le renverser. Il va dire que ces rebelles sont en réalité pas des rebelles, mais sont des criminels. Bon, il y a évidemment toute une terminologie qui va être modifiée selon qu'on veuille qualifier les mêmes personnes de combattants de la liberté ou de terroristes. Mais en tout cas, le gouvernement va toujours dire qu'ils sont aidés de l'étranger. Alors dans le cas de la Côte d'Ivoire, ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas dans un régime de droit international général parce qu'il y a des résolutions du Conseil de sécurité et que le président en question, certes, d'une part a été élu, mais surtout a été élu à la suite de toute une série de résolutions du Conseil de sécurité adoptées depuis 2003 qui ont prévu finalement la passation de pouvoir. Et le président Gbagbo n'est resté en poste à partir de 2005 que grâce à l'ONU. En fait, il a été soutenu par l'ONU. À la fois en 2003, lorsqu'il y a eu, fin 2002, début 2003, lorsqu'il y a eu la tentative de coup d'État contre lui, il a été soutenu par les États étrangers, dont l'ONU. L'ONU l'a maintenu en place après 2005, alors que son mandat avait expiré. Il avait été élu en 2000. Mais l'ONU a prévu des élections en 2010. Et lorsqu'il a perdu les élections, là, l'ONU a reconnu l'autre candidat aux élections. Alors, est-ce que pour autant la France peut intervenir pour soutenir Ouattara? La France, comme je le disais tout à l'heure rapidement, a obtenu un mandat pour aider les casques bleus à accomplir leur mandat. Et dans le mandat des casques bleus, normalement, il y a aussi la facilitation de la transition dans le cadre du processus électoral. Donc ça ne paraît pas complètement aberrant de le dire, il faudrait analyser plus précisément le mandat, il faudrait en tout cas d'abord qu'il y ait une volonté de l'ONU de le faire. Alors si l'ONU demande de le faire et demande à la France de l'aider, la France pourrait le faire. Voilà. Alors ça, de nouveau, c'est une réponse assez technique, je dirais, c'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire, mais en tout cas c'est une possibilité.
C'est pour ça que c'est comme l'histoire de la résolution 1973, la no-fly zone, mais la 1973 va beaucoup plus loin en fait, parce qu'elle dit toutes les mesures nécessaires pour la protection des civils, donc elle ne dit pas que la no-fly zone. Alors elle exclut les forces d'occupation, mais enfin avant d'occuper un pays, c'est pas juste envoyer quelques membres des services secrets sur place pour aider les rebelles. Enfin bon, le vrai problème, il n'est pas tellement là, je pense. Le vrai problème, c'est plutôt, ce sont des problèmes plus généraux. Là, le droit donne des outils, et il ne donne pas une solution, il ne donne pas une politique. C'est pour ça que vous dites, est-ce que des spécialistes de droit international ont réfléchi à réformer le droit international? Mais ce n'est pas à eux spécialement de le faire. C'est aux politiques. Quand on disait oui, mais le droit, il perd sa légitimité lorsqu'il dépend des rapports de force. Mais il dépend toujours des rapports de force, heureusement. Je veux dire, je ne vois pas trop de quoi d'autre il dépendrait que de rapports de force. C'est-à-dire que si on veut changer le droit, on change le droit. Donc le droit, il ne sera jamais que la résultante de ça, donc ce sont des outils. Alors si on ne les utilise pas, ça, ce n'est pas un problème juridique. Le fait qu'on n'applique pas les résolutions qui condamnent Israël, ce n'est pas un problème juridique, ça. C'est un problème de volonté politique. C'est ça le véritable problème. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est surtout, je pense, ça aussi le vrai problème. Mais sur le plan technique, à mon avis, la France a beaucoup de possibilités. Alors quand on ne veut pas les exercer, on dit qu'on ne peut pas parce que le droit international nous l'interdit. En réalité, souvent, c'est pas ça le problème. Le problème est souvent beaucoup plus fondamental. Il est politique. Pas sur cette question, mais j'aime assez votre première intervention sur la question de la guerre économique. Et peut-être un mot en réaction à Jean, dont je partage grosso modo l'ensemble de l'analyse, mais pas la conclusion. La Suisse, c'est un exemple type de pays qui n'a pas d'armée, qui ne fait pas de l'ingérence militaire, mais qui est à la base de toute une série de circuits de blanchiment d'argent, de soutien occulte à des dictatures. Et donc, honnêtement, je ne crois pas que dans un monde comme le nôtre, à l'ère qui est la nôtre, nous puissions influencer les jeux d'influence, la quête d'hégémonie d'un espace politique sur un autre. Je pense que ce que l'on peut faire, c'est de tenter de le démocratiser. Et c'est nécessaire pour gérer nos crises économiques, c'est nécessaire pour gérer les catastrophes environnementales qui s'annoncent ou qui sont déjà là, comme ce qui se passe au Japon. La question économique est centrale dans la question de la mondialisation. Je veux dire, de deux choses l'une, soit nous revenons sur un monde d'États-nations refermés sur elles-mêmes, ce qui semble être à contre-courant de l'histoire. Je crois que le concept même de nation aujourd'hui s'effrite tout doucement avec la construction de grands groupes régionaux qui doivent apprendre à interagir entre eux. Et donc, comment injecter de la démocratie là-dessus? Comme vient de dire Olivier, le problème n'est pas du droit, c'est des rapports de force qui sous-tendent à la production des normes ou de leur application. Donc, il faut mettre de la démocratie là-dedans. Et je pense, pour répondre à ta question, que le jour où la démocratie s'installera durablement en terre arabe, parmi les voisins d'Israël, et que ces instances supranationales de décision, au plus elles seront démocratiques, au plus les voix des peuples seront entendues, et au plus l'ethnocratie israélienne sera remise en question dans son principe premier. Et enfin, pour revenir sur la question encore des guerres économiques, il y a eu une tentative, je ne me souviens plus de mémoire, mais je pense qu'elle a été avortée. C'est la tentative de traîner devant les tribunaux Petrofina, détenu par Albert Frère, pour son soutien à la junte militaire en Birmanie. Donc voilà des cas d'exemple, effectivement, où on a un soutien à un régime qui est d'un archaïsme, d'une brutalité qui se fait sans armes, qui se fait par la voie du capitalisme, du commerce. Donc je ne pense pas que l'on puisse, sans doute au niveau de la dialectique, du droit, mais vous savez, comme disait un auteur dont je ne reviens plus sur le nom, Finkelstein par exemple dit une chose intéressante, il dit l'ordre mondial capitaliste actuel en termes de victimes fait autant de morts que bien plus qu'un certain nombre de grandes catastrophes militaires, par exemple. Et mourir de faim ou mourir sur une bombe pour celui qui meurt, je ne suis pas sûr qu'il voit une différence. Donc je pense qu'il faut poser la question, évidemment, de manière politique et la décliner suivant les différents aspects. Mais je ne pense vraiment pas que la Suisse soit une solution. La Côte d'Ivoire, moi je veux bien savoir qui a vraiment objectivement compté
déclarer qui était le président vainqueur et comment est-ce qu'on a fait une enquête sérieuse là-dessus sur les élections en Côte d'Ivoire, parce que ça a été déclaré par le vainqueur, Ouattara, a été déclaré par la soi-disant communauté internationale, mais qui de nouveau est très restrictive et qui n'a pas nécessairement des moyens d'enquête sur place. Donc ça, je voudrais savoir ce qu'il en est. Mais, par exemple, sur la question évidemment de l'ONU, il y a peut-être des gens qui réfléchissent. Vous voulez quand même pas croire, il faut vraiment tomber dans l'idéalisme universitaire pour croire que des gens qui ont gagné une guerre où des dizaines de millions de gens sont morts vont abandonner leur droit de veto parce qu'il y a des juristes qui leur proposent de le faire. Je veux dire, le rapport de force est là. Alors, ce qui pourrait changer effectivement, c'est si les populations à l'intérieur de ces pays-là essayaient de lutter pour un monde plus égalitaire. Mais quand il y a une guerre comme la Libye, toute la population, enfin pas toute la population, à mon avis s'en fiche, mais toute la population éduquée, tous les intellectuels, tous les médias, tous les hommes politiques, etc., se précipitent derrière cette guerre. Donc si vous voulez, il n'y a aucun espoir que ça change de l'intérieur, ni de l'extérieur, parce que l'Inde, le Brésil, etc., ne vont pas prendre le pouvoir par les armes à l'ONU. Donc ça doit changer, parce qu'il y aura petit à petit un déclin, un effondrement de l'Occident, mais ça ne va changer que pour ces raisons-là. Alors pour la Suisse, encore une fois, Souhaï, j'ai vraiment précisé, je ne parlais ni des banques, ni de l'immigration, ni des minarets, etc., uniquement de la politique militaire qui est de protéger son territoire et de ne pas intervenir à l'extérieur. J'ai insisté là-dessus. Mais je ne suis pas si sûr, tu vois, parce que ça c'est un préjugé que les gens ont, que si la Suisse, si tous les pays étaient comme la Suisse, les choses iraient plus mal pour nous. Au point de vue de l'ingérence dite économique, de ce qu'on appelle ce que tu appelles l'ingérence économique ou de l'exploitation. Mais ça, c'est pas ça. C'est un long débat. On aura un débat un jour là-dessus, mais c'est pas si simple. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens qui suivent. C'est d'ailleurs assez intéressant qu'au Conseil de sécurité, les gens qui sont pour la guerre sont les pays qui suivent une logique relativement militariste et qui perdent les guerres économiques, c'est-à-dire les États-Unis, la France et l'Angleterre, et les gens qui sont contre la guerre sont les BRICS et l'Allemagne, qui sont les pays qui sont forts dans la guerre économique et qui sont faibles sur le plan militaire. Donc c'est assez intéressant de voir, Petra, ça fait un très bon article là-dessus, où il y a une opposition, si vous voulez, entre les pays qui jouent la carte de l'économie et ceux qui jouent la carte de la guerre. C'est assez intéressant quand on dit que les deux sont liés, parce que c'est pas si simple. Et tu vois, la question de l'exploitation, oui, bon, on aura un débat un autre jour là-dessus. Mais aujourd'hui, on a un débat sur l'ingérence et on ne peut pas... Moi, encore une fois, tu vois, je suis pour le commerce. Mais le commerce sans revolver sur la tempe. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de militaire, si tu es derrière, si je te prête de l'argent, si tu ne me rembourses pas, je ne sais rien faire parce que je m'envoie les troupes à l'argent. Donc, c'est d'ailleurs un peu la situation de la Chine et le Japon vis-à-vis des États-Unis. Ils prêtent de l'argent, mais ils ne sont pas sûrs de le revoir. Moi, je suis presque sûr qu'ils ne le reverront pas. Mais je veux dire, il y a ce problème, si tu veux, que quand tu essayes de penser au capitalisme, si tu pensais au capitalisme sans rapport de force militaire, les choses seraient différentes. On pourrait discuter du capitalisme, mais ici on parle des rapports de force militaire. Or, mon point de vue, c'était de défendre l'idée d'une politique active de paix. Et une politique active de paix, c'est une réorientation, effectivement, comme tu dis, renfermement sur les frontières. Mais qu'est-ce que ça a de mal de défendre ces frontières? Ce que je trouve extraordinaire, par exemple, dans les transformations de la gauche, c'est Écolo. Quand Écolo a été créé dans les années 70, ils ne voulaient pas défendre les frontières. Leur théorie explicite, c'était que s'il y avait une invasion, à l'époque uniquement à l'invasion soviétique de la Belgique, ils ne se défendraient que de façon non violente. Aujourd'hui, ils approuvent le fait qu'on envoie des troupes en Afghanistan, qui ne nous a rien fait. Pourquoi? Pour sauver les femmes, bon, paraît-il. On envoie des troupes en Libye pour sauver les insurgés à Benghazi, paraît-il. Mais la transformation idéologique depuis les années 70, je parle de retournement sur Israël, mais le retournement sur l'ingérence, c'est inouï. C'est inouï. Parce que je trouvais que l'opposition dans les années 70 était excessive et je ne suis pas... On me dit toujours, est-ce que tu es pacifiste? Et non, si la Belgique est attaquée, je trouve qu'on a le droit de se défendre. Elle ne risque pas d'être attaquée, mais n'empêche, le principe est que les pays ont le droit de se défendre s'ils sont attaqués, donc je ne suis pas pacifiste. Quand il y avait des objecteurs de conscience dans le temps, c'est les gens qui disaient, on nous attaque, je ne porte pas les armes. Non, on ne leur disait pas, vous n'allez pas vous battre en Afghanistan, il n'y a personne qui aurait pensé à se battre en Afghanistan à l'époque. Pendant la guerre du Vietnam, on n'a pas envoyé un soldat au Vietnam. Les Américains l'ont fait tout seuls. Maintenant, on est les laquais portant les armes. Il faut réfléchir à tout ça avant de réformer l'ONU. Réformer l'ONU, c'est pas tout de suite. Avec l'opinion publique occidentale telle qu'elle est, il y a beaucoup de choses. Ne pensez-vous pas que petit à petit, il y a un risque, leur pouvoir augmentant, de voir
des pays comme le Brésil, la Chine, l'Inde, qui justement ont un poids énorme et qui pour le moment sont plutôt contre le droit d'ingérence, leur pouvoir augmentant, ben justement se retourner et devenir pour le droit d'ingérence, et par conséquent que votre optimiste conclusion qu'à la fin la non-ingérence l'emportera risque de se voir remise en cause par cette... Le droit international, c'est très beau en théorie, mais le problème c'est qu'en pratique, c'est tellement violé que tout le système est en train de s'effondrer, quoi. Ou en tout cas, plus personne ne va prendre ça au sérieux. Regardez l'histoire de Libye, on y voit là la guerre en Libye, c'est légal, etc. La résolution 1970 impose un embargo sur les armes. L'Égypte livre ouvertement des armes aux insurgés de Benghazi, avec le soutien des États-Unis. Et en plus, ils exportent des armes vers le Niger, le Mali, etc., vers les bases d'Al-Qaïda, du Maghreb islamique. C'est effarant. La 1973, je veux bien que toutes les mesures pour protéger les civils, c'est large, d'accord, mais enfin, ça n'implique quand même pas le droit de massacrer des civils. Donc il y a énormément de bavures, quoi. Quand c'est du côté de Kadhafi, on n'en parle même pas, parce que c'est Kadhafi, il dit que des mensonges, c'est un méchant. Alors les seules fois où on relève qu'il y a peut-être des civils tués, c'est quand les rebelles eux-mêmes se font bombarder par les avions français ou américains. Donc moi, je crois que vraiment l'exigence de protéger les civils, c'est pas le droit de les massacrer. Je crois que c'est des choses tout à fait différentes. Et on pourrait prendre des dizaines d'exemples, quoi. Je connais bien l'affaire du Kosovo. Il y a eu la guerre du Kosovo s'est terminée en 1999 par une résolution qui était une sorte de capitulation de la Serbie, mais quand même il y a eu quelques garanties qui ont été données à la Serbie en échange de sa capitulation. Donc c'était la résolution 1244. Et tous les termes de cette résolution sont violés, tous. Sauf qu'il autorisait une force de l'OTAN. Voilà, ça c'est la force de l'OTAN, elle y est toujours. Mais sinon, par exemple, la résolution garantissait que la Serbie garderait le Kosovo. Qu'est-ce qu'on a fait? On a déclaré l'indépendance du Kosovo. On a installé une bande de criminels de guerre et de super mafieux, de trafiquants d'organes, à la tête de ce pseudo-État. Maintenant, il y a plus de gens qui quittent le Kosovo vers la Belgique, vers la Suède, vers l'Allemagne, que du temps de Milosevic. Qu'est-ce qu'on est en train de faire sur cette planète, quoi? La Côte d'Ivoire, c'est aussi un nouveau summum. On est en train de faire une coalition de rebelles, de soi-disant vainqueurs des élections, avec une force de l'ONU et l'armée française qui sont en train ensemble de bombarder la capitale, etc. Tout ça pour régler un litige électoral. Est-ce qu'on aurait pu imaginer ça quand Bush, à sa réélection, il y a eu de très fortes présomptions de tricherie en Floride? Est-ce que le Burkinabé, le Burkina Faso, est-ce que l'Argentine et l'Inde ont pensé à aller bombarder les États-Unis? Je crois que le titre de la conférence était bien choisi. Voilà, droit d'ingérence du plus fort. C'est vrai, évidemment ça. Une question pour M. Corten. Je vous ai entendu dire à la radio, si je ne me trompe pas, que vous étiez prêt à considérer l'intervention comme bonne si elle respectait strictement les termes de la résolution de l'ONU. Et j'aimerais bien savoir quelles ont été les tentatives de résolution pacifique ou diplomatique faites par l'Occident avant l'intervention, si on a eu ou pas. Et d'autre part, puisque l'intervention est basée sur la responsabilité de protéger, quelles étaient les preuves au moment où elle a été votée qu'il y avait effectivement des massacres? Parce qu'on a parlé des 6000 morts, mais concrètement, quelles étaient les vraies preuves? Et si à l'avenir, on apprenait que, comme c'est déjà arrivé, par exemple pour le Kosovo, que la situation n'était pas celle qu'on pensait, la résolution, ne pourrait-on pas considérer la résolution comme il est juste, et ça Karl Polanyi le montre, que le développement du capitalisme et de la finance mondialisée s'accompagne de longues périodes de paix. Moi je veux bien, mais les armes c'est aussi un commerce. Et quand on vend des armes aux Libyens, on fait du commerce avec eux. Alors on pourrait dire, on ne vend pas d'armes, mais qui décide de ne pas vendre d'armes? Et à qui? Et sous quelles conditions? Donc on retombe à chaque fois sur les mêmes questions de gouvernance qui dépassent l'espace politique, considéré qu'il soit national ou régional. Est-ce qu'on faisait de l'ingérence quand on a armé Kadhafi?
Est-ce qu'on a fait de l'ingérence quand on a demandé à Kadhafi d'être le gendarme des frontières européennes? Est-ce qu'on fait de l'ingérence lorsqu'on valide les dispositifs répressifs des pays de Maghreb en conditionnant la coopération au développement à un rôle de chien de garde des frontières européennes? Évidemment, bien entendu. Alors, pour répondre aux questions dans l'ordre elles ont été posées, effectivement, l'ambassadeur d'Inde, dont je ne retiens pas le nom, lorsque l'Inde a motivé son abstention lors du vote, elle a dit « mais personne ne sait ce qui se passe en Libye ». Donc, quelqu'un d'aussi bien informé que le représentant de l'Inde aux Nations Unies l'a dit clairement, nous ne savons pas ce qui se passe. Il est à noter, on va très rapidement mesurer le degré d'humanisme et de morale dans l'intervention occidentale. Depuis le 1er avril, le Conseil de transition libyen demande un cessez-le-feu. Kadhafi, le fils de Kadhafi et ses émissaires sont en train de négocier à Londres une transition de régime. Ça a été rapporté aujourd'hui par la BBC. Donc les deux parties demandent une solution politique. Alors, nous avons un Occident qui, par ses frappes, et je précise, et c'est dommage que Eric n'est pas là, puisque c'est lui qui me l'a expliqué, il m'a clairement expliqué, et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, et donc j'étais super content de le rencontrer ce soir. Donc la zone d'exclusion aérienne n'a rien à voir avec les bombes. Hein. Les bombardements est fait uniquement au motif de sauver des civils. Alors je ne comprends pas comment on peut sauver des civils en bombardant une ville comme Tripoli. Ou alors, lorsque vous lisez dans la presse, nous avons bombardé Smirte, le fief natal de Kadhafi. Et quoi? Être né dans le même bled que Kadhafi, ça vous condamne à la mort? Alors, y a-t-il eu des tentatives de solutions politiques? Mais oui, mais elles n'étaient pas occidentales. Erdogan a fait le go-between à Kadhafi et lui a proposé une solution qu'il a acceptée. Ça a été relayé par Al Jazeera, mais absolument pas dans le monde occidental, qui était une transition du pouvoir sous la supervision de la Turquie et de Malte. Et Erdogan, c'est pas un rigolo, je veux dire, il a les moyens de faire respecter diplomatiquement, et s'il le faut, pourquoi pas militairement. Le 18 et le 19, la Ligue africaine, et elle est d'importance parce que Kadhafi jouit d'une certaine réputation dans un certain nombre de pays africains, avait annoncé un go-between entre la rébellion et Kadhafi. Les Nations Unies ont refusé à la Ligue africaine les laissez-passer nécessaires. Donc oui, il y avait des tentatives de solutions politiques. Les bombes pleuvent sur la Libye. L'avantage militaire de Kadhafi n'a pas été renversé. C'est pourquoi la rébellion a l'intelligence de ne pas accepter le baiser de Judas des Occidentaux, parce qu'elles ne veulent pas, les Libyens ont l'intelligence d'éviter un scénario à l'afghane ou à l'irakienne. La démocratie, ça ne s'instaure pas à coups de bombe. Donc aujourd'hui, en synthèse à cette question, les deux parties, la raison libyenne veut une solution politique, nous verrons quelle sera la raison du plus fort sur cette affaire. Alors, au niveau des médias, moi, en ce qui me concerne, je suis tout à partir d'Al Jazeera et la BBC. De manière étonnante, j'ai trouvé même la couverture de BBC bien plus objective que celle d'Al Jazeera, qui, à mon avis, a dû subir quelques pressions étant donné la zone. Donc, en regardant, si vous regardez sur Internet en anglais, vous regardez ce que l'agence de presse iranienne publie, ce que les Turcs publient, les Brésiliens, les Indiens, Al Jazeera et la BBC mettent, et vous avez vraiment une information extrêmement riche et des choses que vous n'entendrez jamais dans les occidentaux, sur les chaînes mainstream, à part la BBC. Pour la question sur la légitimité de l'intervention en Libye, d'abord, premier élément, et par rapport aussi à d'autres interventions, moi je ne suis pas là pour défendre le droit international, et je fais du droit international, d'autres font de la physique, d'autres disent qu'ils ne sont pas là pour défendre la physique. Moi je ne suis pas là pour défendre le droit international. Le droit international, c'est le reflet des rapports de force, donc il change tout le temps. Et donc on sera ou pas d'accord avec son contenu selon son évolution et aussi selon les domaines. Alors c'est pour ça que moi je fais peut-être par exemple une différence entre, le droit international économique qui organise le système, disons, économique mondial actuel et que personnellement je ne cautionne pas du tout, et ce qui explique sans doute que je n'en fais pas, et je préfère faire du droit international, notamment dans le domaine militaire où, de mon point de vue, c'est pas un si mauvais système que ça, puisqu'il est plutôt pacifiste.
dans la mesure où il autorise le recours à la force qu'en légitime défense pour défendre ses frontières, ou dans le cas d'une autorisation du Conseil de sécurité, mais dans des conditions quand même assez difficiles de vote, qui font que c'est assez difficile d'en obtenir, puisqu'il y a le droit de veto, que moi je considère comme très bon, contrairement à vous, enfin certains d'entre vous, puisque ça veut dire que ce sera d'autant plus difficile d'obtenir une autorisation. Parce que les votes, si vous supprimez le droit de veto, on les obtient comment? On l'a vu encore dans le cas de la Libye, où 3 États de l'Union africaine ont voté pour la résolution, alors que quelques jours avant, ils s'étaient prononcés contre toute forme d'intervention militaire étrangère. Donc comment ça se fait? Il y a eu des pressions, il y a eu des avantages qui ont été donnés. Mais les votes, je me rappelle aussi des voyages de l'administration Bush dans les capitales des pays africains et autres au Conseil de sécurité fin 2002, début 2003, pour essayer d'obtenir les voix, parce qu'on parle de droit de veto, il faut 9 voix. S'il y avait eu 7 abstentions pour la résolution 1973, elle ne passait pas. Il n'y avait que 8 voix pour, et ça ne passe pas, droit de veto ou pas, peu importe, il faut 9 voix. Et il faut avoir 9 voix. Pour avoir ces 9 voix, vous pouvez essayer d'en obtenir en faisant pression, en achetant, en donnant des avantages. Mais pas le droit de veto, vous pouvez peut-être aussi le faire, mais ce sera beaucoup plus cher. Ce sera beaucoup plus cher d'obtenir ces voix-là. Et donc le droit de veto, moi je me rappelle encore en effet au moment de la guerre contre l'Irak, j'étais très content du droit de veto. Je me disais, ça va quand même vraiment pas être évident pour eux d'obtenir une résolution. Alors deuxième chose, justement, si je mets le cas de la Libye en perspective avec le Kosovo, on en a parlé. Je me rappelle dans le cas de la guerre contre la Yougoslavie, personnellement, moi j'étais totalement opposé à cette guerre. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'une part, en effet, il n'y avait pas d'autorisation du Conseil de sécurité, malgré ce que les États ont essayé de dire pour essayer de se couvrir malgré tout. Et d'autre part, je trouvais que la cause de cette guerre, qui était finalement de favoriser la sécession du Kosovo, était une cause que je ne soutenais pas du tout. Je trouve que le combat politique des rebelles, en l'occurrence kosovars, j'y étais totalement hermétique. Je trouvais que c'était un projet nationaliste, sécessionniste, auquel je n'adhérais pas du tout. Alors dans le cas de la Libye, là c'est différent, malgré tout. Parce que dans le cas de la Libye, il y a eu une autorisation, elle est là. Alors évidemment, elle ne permet pas de massacrer les civils, je n'ai jamais entendu personne dire ça. Bon, en tout cas, elle est là. Et d'autre part, la cause des rebelles, là par contre, je la trouve plutôt légitime de vouloir renverser Kadhafi, personnellement. Donc, je suis assez mal à l'aise de venir dire, comme vous le dites à la radio, en tant que spécialiste du droit international, on me pose la question de la légitimité de la guerre. Si je dis non, elle n'est pas légitime, oui, elle a été autorisée, bon, les rebelles ont peut-être une cause légitime, mais moi je ne la trouve pas légitime. Je ne vois pas très bien quelle va être ma crédibilité la prochaine fois qu'on va mener une guerre en dépit d'une résolution du Conseil de l'absence d'autorisation. Parce que là, on va me dire, écoutez, de toute façon, vous vous dites toutes les guerres sont toujours illégitimes, donc vous n'êtes pas crédible, vous êtes là comme spécialiste du droit international. Finalement, c'est jamais possible pour vous qu'il y ait une guerre légitime. Donc ça me semblait, et ça me semble être le plus crédible de dire dans un cas comme celui-là, pour autant que la résolution soit respectée, ça me semble en effet légitime. Alors 2 choses quand même. Pour autant que la résolution soit respectée, et donc ça, vous dites qu'il y a des massacres, moi franchement j'en sais rien. Vous dites qu'il y a des massacres de civils de la coalition, peut-être, j'en sais rien. Il y a eu des massacres de Kadhafi avant, franchement, j'en sais rien non plus. Il y en a probablement eu, mais j'en sais rien, j'ai pas eu d'informations non plus très précises sur le sujet. Le Conseil de sécurité, ils ont estimé, à tort ou à raison, qu'ils autorisaient l'intervention, et pour eux, l'épuisement des voies pacifiques, ils avaient d'abord fait un embargo quelques jours plus tôt, ils estiment que ça n'a pas fonctionné. Voilà. Alors dans les 2 cas, moi pour l'instant, je suis bien incapable de vous dire si la résolution a été respectée ou pas. Non pas que, je veux dire, il faudrait... Parce que, outre les mesures, le plus problématique, c'est pas ça. Bon, évidemment, si on a massacré des civils, elle n'a pas été respectée. Mais le vrai problème, c'est pas ça. Le vrai problème, c'est pas les mesures nécessaires, etc. C'est l'objectif. L'objectif de la résolution, et c'est uniquement pour ça qu'elle a été adoptée, c'était protéger les civils, c'était pas renverser Kadhafi, c'était pas l'amener à la cour pénale, c'était pas autre chose. Et donc, si l'objectif est là, peut-être l'histoire nous le dira, mais en tout cas, c'est ça la question, et d'aller au-delà, alors l'intervention n'est pas légitime. Alors par ailleurs, comme je l'ai dit aussi, me semble-t-il, le problème c'est que
en termes de légitimité, on ne peut pas se limiter à une action, c'est-à-dire qu'il faut avoir une politique cohérente. Et la politique cohérente, ça on ne l'a pas. Parce qu'on a dit, en effet, avec le nouvel ordre mondial, on va faire respecter les résolutions partout, on ne l'a pas fait. Donc là, il y a un problème de cohérence et il y a un problème de légitimité beaucoup plus fondamental, en particulier parce que les mêmes États qui interviennent en Libye étaient des alliés du gouvernement libyen. Enfin, je veux dire, on ne peut pas... C'est pour ça que moi, personnellement, et aussi, comme manifestement d'autres à cette table, je privilégiais plutôt la voie de l'Union africaine qui apparemment, en effet, a et a toujours une volonté d'essayer de régler le conflit. Et personnellement, à ce stade-ci, et on revient de nouveau, est-ce que la résolution a été respectée? Est-ce qu'il est encore nécessaire de poursuivre la guerre? Ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt négocier? Avec qui? Avec évidemment Kadhafi et son régime. Et donc, si on continue la guerre sans négocier, là, sincèrement, on peut commencer à avoir des doutes sur la conformité de l'action avec la résolution. Parce que les moyens nécessaires, ça évolue avec le temps aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où maintenant le rapport de force a été modifié, on pourrait considérer que ce qui est nécessaire, c'est effectivement le dialogue, comme c'est prévu aussi dans la résolution 1973. Sur la question de savoir si la résolution 1973 a été violée, dans la mesure où elle dit toutes les mesures nécessaires pour protéger les civils, si vous laissez ça à l'interprétation des Américains, ils vont vous dire, voilà, on a envoyé ou des Anglais, ils ont envoyé des forces spéciales depuis le début mars, armer et entraîner les rebelles, mais c'est pour protéger les civils, donc c'est OK. Le 25 février, dans le Guardian, par exemple, on écrit que les officiers britanniques, le 25 février, sont en train de contacter des personnels libyens de haut rang pour les mettre au pied du mur, abandonner Kadhafi ou être jugés avec lui pour crimes contre l'humanité. Donc on instrumentalise la Cour pénale internationale. J'ai toujours pensé que cette Cour ne valait rien parce qu'elle ne servirait qu'à augmenter les guerres, mais c'est de nouveau soi-disant la transformation du droit international, juger les crimes contre l'humanité, etc., est utilisé par les puissants. Rien de pareil ne serait accepté dans le droit interne, par exemple, un truc où une puissance va utiliser la menace de procès pour avoir un gain politique. Alors effectivement, dans l'article 2 prévoit donc la résolution. Dans l'article 2 de la résolution 1973, d'abord, elle veut un cessez-le-feu, et puis elle demande un dialogue qui débouche sur des réformes politiques nécessaires, un règlement pacifique et durable. Et donc, de nouveau, vous pouvez interpréter ça comme vous voulez. Tout le problème est politique. Le problème, c'est que vous avez une interprétation qui est celle des pays agresseurs, et puis vous avez une autre interprétation qui est celle du reste du monde. Mais le droit, malheureusement, à mon avis, ne tranche pas de façon non ambiguë, parce que le terme « toutes les mesures pour protéger les civils » est ambigu. Sur les informations, je vous conseille aussi de regarder Russia Today, qui s'appelle RT maintenant, parce que ça c'est une source non occidentale, mais qui n'est pas nécessairement Al Jazeera, et qui vous donne encore un troisième point de vue sur la situation. Alors pour le BRIC et l'ingérence, le problème, si vous voulez, c'est que, oui, je pense effectivement que ce risque arrive, mais il faut voir que le rapport de force militaire aujourd'hui est tel entre les États-Unis et le reste du monde, qu'à moins d'un effondrement complet, ce qui peut arriver, je ne vois pas très bien comment les autres pourraient s'ingérer au-delà de ce qui est légitime. C'est-à-dire qu'ils pourraient renforcer le rapport de force. Mais évidemment, si on regarde l'histoire du XXe siècle, l'Europe a dominé le monde au début du XXe siècle et maintenant elle ne domine plus rien du tout. Donc, si vous voulez, il y a eu 2 guerres mondiales entre les deux. Donc, évidemment, s'il y a des transformations de cette ampleur-là, je ne sais pas ce qui peut se passer. Mais sans transformation de cette ampleur-là, je ne vois pas les BRIC s'ingérer, ou la Chine, par exemple, s'ingérer d'une façon inacceptable, parce que je ne vois pas comment les États-Unis les laisseraient faire, vous comprenez? Je pense qu'il pourrait y avoir un renversement. C'est pour ça que je suis modérément optimiste, mais je ne suis pas si optimiste que ça, parce que Ron Paul, par exemple, aux États-Unis, lui, il dit, enfin, c'est un truc plus ou moins indirect, mais il dit que le seul espoir, c'est l'effondrement économique des États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, vous avez à droite les néoconservateurs qui veulent faire la guerre à tout le monde, et à gauche, vous avez les impérialistes humanitaires qui veulent aussi faire la guerre à tout le monde. Et donc, vous avez des guerres de droite et des guerres de gauche. Les guerres de droite, c'est des guerres préventives pour maintenir la sécurité, c'est la guerre en Irak et en Afghanistan, et les guerres de gauche, c'est des guerres préventives pour défendre les droits de l'homme. Dans les deux cas, on accepte la violation totale du droit international au nom de la guerre préventive. Mais l'opinion de l'élite est dominée par ces trucs-là des deux côtés. Donc moi, je ne suis pas très optimiste. Alors, sur l'indifférence et le droit d'assistance aux personnes en danger, un chiffre qui est donné quelque part par Chomsky, c'est que
on considère qu'il y a eu 8000 personnes qui sont mortes par jour pendant le génocide au Rwanda. Il fait remarquer qu'il y a le même nombre de personnes qui meurent de maladies en Afrique tous les jours. Alors, est-ce qu'il y a un devoir d'assistance aux personnes en danger pour ces gens-là? Est-ce que les dépenses militaires gigantesques que l'on fait vont être... Est-ce qu'il y a un devoir d'assistance pour assurer l'eau potable à l'humanité entière, qui serait quelques journées de dépenses du Pentagone? La question de la non-assistance en personnes en danger est faite de façon ultra sélective, toujours dans le fait que l'assistance doit être militaire. Si l'assistance était civile, on dit on n'a pas d'argent, si vous voulez, il y a les écoles, la recherche, etc. Mais dès que c'est une intervention militaire, alors subitement tout le monde a le doigt sur la couture du pantalon, c'est ça? Et que je ne suis pas d'accord, moi je suis d'accord pour l'assistance à personnes en danger, mais vous pouvez accueillir des réfugiés si vous voulez trop d'argent, vous pouvez faire toutes sortes de choses autres que la guerre. Et donc je ne suis pas d'accord avec cette idée d'indifférence, je pense qu'elle est sélectivement utilisée à des fins militaires. Alors, je vais terminer, bien que ça n'a rien à voir avec vos questions, par une citation que j'ai vue dans le quotidien d'Oran. L'écrivain dit « Mon père m'a raconté une histoire quand j'étais petit, c'était pendant la période coloniale. Clémenceau, le président du Conseil français, visitait l'Algérie, et est arrivé à la porte d'une ville. Un Algérien l'accueillant lui dit « C'est mon père qui a ouvert cette ville à la France. » Et Clémenceau lui répond « Monsieur, chez nous, on appelle cela un traître. » Je pense que les normes morales de la présidence française ont beaucoup changé depuis quelques années.